En fait, j'étais à Lyon en vacances fin avril, lors de la précédente réunion des blogueurs, puisque celle de mai n'a pas eu lieu. Et j'ai, comme à chaque fois que je rate une réunion des blogueurs, lu avec avidité le compte-rendu qui en était fait. Alors c'était par Benoît Toussaint, mais vu que je suis filmé, j'ai aucune animosité à son égard. C'est juste que son compte-rendu m'a fait réagir. Il y avait une observation à propos d'une discussion, un débat qui avait eu lieu. C'était l'échec du sarkozysme. Alors évidemment, j'étais d'accord. Et ce que ça veut dire par rapport à l'échéance électorale de l'an prochain. Et il y avait une phrase qui m'a fait bondir, c'était « Comment comprendre une telle défaite après la victoire de 2007 qui semblait si éclatante? Comment être tombé si bas après avoir eu tous les leviers pour réformer en profondeur le pays ?» Alors moi je voulais faire une présentation aujourd'hui parce que je trouve que dans les milieux libéraux il y a un paradoxe, quelque chose d'étonnant, c'est le constructivisme de certains qui pensent qu'un homme ou un gouvernement peut changer positivement, j'insiste sur positivement, la face d'un pays par des politiques verticales. Je ne le crois pas, c'est pour ça que je voulais intervenir, et en plus, je voulais intervenir parce que je ne crois pas que l'échéance de 2012 soit si importante qu'elle est décrite dans nos milieux. Sarkozy n'a jamais eu tous les leviers pour réformer en profondeur le pays, en fait, il n'en a eu aucun. Et reprendre cette expression, c'est un petit peu reprendre, ça me rappelle en 2002, quand Jacques Chirac a gagné la présidentielle avec le scénario qu'on sait. Il avait une majorité assez large à l'Assemblée nationale, il avait une majorité au Sénat, le Conseil constitutionnel était constitué majoritairement de personnalités politiques issues de ce qu'on appelle la droite. Et donc le discours de la gauche, des médias et des politiciens de gauche, c'était de dire « Bon bah, la droite a tous les pouvoirs, donc s'ils échouent, c'est entièrement de leur faute ». Mais c'est une vision complètement constructiviste et même un peu césariste et bonapartiste de la politique, comme si la politique se décidait uniquement tout en haut et qu'elle n'était pas le fait de beaucoup d'autres choses, des corps constitués, des individus tout simplement, et que finalement on ne pouvait pas rendre compte de la politique uniquement par la tête. Et c'est pour ça que je voulais intervenir, parce que je trouve étonnant qu'on considère que Sarkozy avait tous les pouvoirs. Rappelons qu'il avait contre lui les fonctionnaires, dans leur grande majorité. Alors, il y en a certains, comme Alain Laurent qu'il a été, qui n'ont pas forcément les mêmes idées que d'autres, mais en tout cas, globalement, les fonctionnaires appartiennent à ce qu'on appelle la gauche, et ce qui mérite d'être appelé la gauche. Parmi les fonctionnaires, il faut compter les syndicalistes, puisque c'est eux qui co-gèrent beaucoup de ministères, dont l'éducation nationale, qui est co-gérée, voire on pourrait dire un petit peu autogérée. En tout cas, les syndicats d'enseignants sont très puissants dans l'éducation nationale. Ce sont des syndicats qui sont tous marxistes, tous d'extrême gauche, et Luc Châtel, le ministre de l'Éducation nationale, quand il dit qu'il consulte des syndicalistes, en fait, il prend ses ordres auprès des syndicalistes, puisque toutes les réformes sont dictées par les syndicats, notamment la réforme du lycée, qui était inspirée du lycée finlandais, un lycée complètement collectiviste, qui était présenté par la droite française comme une réussite. Ça venait des syndicats. Ensuite, ils l'ont critiqué parce que ça n'allait pas assez loin dans leur sens, mais c'était une politique inspirée par les syndicats. Donc Sarkozy avait contre lui l'administration, les fonctionnaires et les syndicats qui les représentent en principe, les journalistes. Ça ne veut pas forcément dire les médias, mais il y a encore un biais césariste dans l'analyse des médias en France, c'est de considérer que parce qu'un propriétaire de médias est proche de Sarkozy, le média est sarkozyste et va délivrer un message sarkozyste. C'est évidemment faux. On l'a vu avec France Soir, les journalistes se sont mis en grève contre Pougatchev pour dire que c'était pas au propriétaire de dicter la ligne éditoriale d'un journal. Les journalistes, bon, je suis passé par une école de journalisme, j'ai aussi travaillé dans des médias régionaux et nationaux. Les journalistes sont, il y a eu un sondage de Marianne en 2002, sont à 94% de gauche ou d'extrême gauche.
Même si Sarkozy ne satisfait pas beaucoup de gens à droite, il considère que Sarkozy c'est le plus à droite qui puisse être toléré. D'ailleurs, beaucoup ne le tolèrent pas. L'administration, les journalistes, les magistrats bien sûr, qui sont formés par l'École nationale de la magistrature, les magistrats dont les syndicats majoritaires sont de gauche voire d'extrême gauche, les associations subventionnées, notamment les associations antiracistes, qui ont par exemple réussi à faire condamner Brice Hortefeux, le bras droit de Sarkozy, avec sa fameuse déclaration à l'université d'été de l'UMP en 2009 sur les Auvergnats, les élites ou les prétendues élites intellectuelles et culturelles, les collectivités territoriales, toutes les régions, la majorité des conseils généraux, la majorité des grandes villes sont à gauche. Et la majorité parlementaire est beaucoup moins solide que ce qu'on pourrait penser en regardant simplement un camembert ou un demi-camembert avec une majorité bleue horizon. On est à contribuable associé. Sarkozy était individuellement, à titre individuel, favorable à la suppression de l'ISF. Sa majorité ne l'a pas suivi. Donc la majorité est aux ordres, mais surtout quand ça l'arrange. En fait, Sarkozy n'avait pas les leviers en main pour gouverner. Et j'ai même envie de dire que s'il avait voulu s'en saisir, mais ça n'a pas été sa volonté, il a préféré faire du théâtre, s'il avait voulu s'en saisir, il y aurait certainement eu des grèves beaucoup plus violentes que ce qu'on a eu, et puis des émeutes en banlieue, parce que c'est aussi, ça joue aussi dans la balance. Si Sarkozy avait été politiquement intelligent, il aurait dit dès 2007, écoutez, les Français, vous m'avez élu pour réformer, je ne peux pas le faire, alors donnez-moi les moyens de le faire. Bon, je ne vais pas me livrer à une apologie de la démocratie directe, mais ça aurait été un moyen, ça aurait quand même été un moyen de contourner la bureaucratie et les médias, tout simplement en faisant intervenir un acteur qui est souvent invoqué mais jamais convoqué, c'est le peuple. Ça n'aurait pas résolu tous les problèmes, mais au moins ça aurait commencé à effriter le système oligarchique actuel. Il ne l'a pas fait. Pourquoi ? Parce que Sarkozy, ce qui l'intéresse, c'est moins le pouvoir. On dit souvent que Sarkozy aime le pouvoir, il le dit lui-même, c'est faux. S'il aimait le pouvoir, comme Thatcher, comme Reagan, il serait allé au contact. Il ne l'a pas fait parce qu'il voulait moins le pouvoir que le prestige du pouvoir, c'est-à-dire pouvoir tenir des discours volontaristes à la télé, dire je réforme, j'agis, etc., quitte à dire une chose et son contraire dans la même journée. Il a préféré l'apparence du pouvoir au pouvoir, et donc il est logiquement tenu responsable de l'échec d'une politique qu'il a prétendu pouvoir mener. Pendant 4 ans, bientôt 5, il a dit qu'il était en train d'avoir le contrôle des choses pour réformer la France. Comme il n'a pas réussi à réformer, on peut légitimement considérer, si on ne se pose pas toutes ces questions, que Sarkozy, ayant le pouvoir, il aurait dû arriver à quelque chose. Mais évidemment, il est trop orgueilleux pour dire qu'il ne l'avait pas, et puis électoralement, ce ne serait pas payant de se présenter aux citoyens en disant « Bon, pendant 5 ans, j'ai rien pu faire parce que je ne pouvais rien faire, réélisez-moi ». Ça aurait quelque chose d'un petit peu incohérent. Et c'est pour ça que je voudrais qu'on aille un petit peu au-delà de l'élection de 2012, des élections de 2012, qui, soit dit entre nous, et même au-delà s'il le faut, ne m'intéresse que très moyennement parce que je voudrais qu'on traverse le Kiévrin et qu'on arrive en Belgique. Ça fait plus d'1 an qu'il n'y a pas de gouvernement fédéral belge. Alors il y a des gouvernements régionaux, donc celui de la Wallonie, celui de la Flandre, celui de Bruxelles. Il y a des gouvernements communautaires, celui de la communauté française, de la communauté flamande et de la communauté germanophone. Mais il n'y a pas de gouvernement fédéral. Et pourtant, l'administration continue à fonctionner. L'impôt est élevé. Il est assez élevé en Belgique, moins qu'en France, mais tout de même. Et l'administration continue à administrer la Belgique comme si de rien n'était. Alors, la réaction dans certains milieux libéraux, c'est de dire « Très bien, du coup, les hommes politiques ne font pas de bêtises ». C'est toujours avoir une vision césariste de la politique, puisque les mesures qui peuvent être proposées n'émanent pas du ministre. Les mesures qui sont proposées émanent des directeurs d'administration, et le rôle du ministre, c'est de jouer à l'acteur qui prend la décision, mais c'est des décisions qui ont été prises par d'autres que lui. Enfin, je me rappelle le cas d'Alain Madelin qui est resté 3 mois à Bercy. S'il restait que 3 mois, c'est parce qu'il a tout de suite compris qu'il n'aurait pas les leviers et qu'il allait être une sorte de pantin des directeurs d'administration centrale. Alors, il n'a pas voulu l'être, il est parti,
Et Jean Arthuis, a accepté d'être cet acteur bien payé qui n'avait pas la réalité du pouvoir. En fait, ce que nous dit le cas belge, c'est que la bureaucratie est toute puissante, et donc que les échéances électorales ont fort peu d'importance. Moi, j'aimerais qu'on dépasse un petit peu l'échéance de 2012, qui n'est pas importante, et qu'on réfléchisse à une stratégie dans nos milieux qui pose la vraie question de la réalité du pouvoir, et donc de comment contrecarrer ce pouvoir. L'ennui de toutes les organisations qui prétendent faire du lobbying, en France, mais c'est aussi vrai aux États-Unis, c'est qu'elles sont connectées aux hommes politiques. Donc il y a des acteurs et d'autres acteurs, finalement, des acteurs de lobby, qui font semblant d'agir pour limiter le gouvernement, limiter les impôts, limiter les dépenses publiques. Et aussi bien aux États-Unis qu'en France, c'est pas du tout ce qui se passe. L'administration et ce qui est relié à l'administration, donc les banques où les banques centrales continuent leur politique comme si de rien n'était, et rien ne va dans le sens que l'on souhaiterait. Et donc, comme stratégie, moi j'enverrai à Lucas la vidéo et puis la retranscription de l'intervention de Hans-Hermann Hoppe au congrès annuel de sa société, la Property and Freedom Society, en 2010. Il avait tout simplement tiré un bilan de 5 ans de sa société. Je vous enverrai donc les liens. Et il parlait de l'échec de plusieurs organisations dont il avait fait partie. Donc il y avait la Société du Mont Pèlerin, il y avait le John Randolph Club, donc c'était un club aux États-Unis qui réunissait des libertariens et des conservateurs type paléoconservateurs. Et donc il décrivait tous ces échecs, puis aussi l'échec à son sens du Mises Institute. Et il disait qu'en fait l'échec avait quand même été, sauf dans le cas du Mises Institute, le fait d'une volonté de changer, de réformer l'État par l'entrisme, c'est-à-dire de croire que en parlant à un État qui a absolument tous les pouvoirs, qu'on pouvait le réformer. Et en fait, lui, il propose une réforme par le sortisme. Alors c'est l'amorce d'une sécession déjà intellectuelle, c'est d'arrêter de chercher sa légitimité auprès des hommes politiques, ce qui concerne à peu près toutes les associations de la mouvance libérale et libérale conservatrice, et puis de commencer à préparer, pour l'instant on n'en est qu'à l'embryon, mais de préparer l'avènement d'une contre-culture. Et j'aimerais qu'on s'inspire un petit peu de cette réflexion, parce que concrètement, même s'il y a une floraison d'associations dont beaucoup marchent bien en termes de financement, éventuellement d'audience, politiquement, le résultat est totalement nul. Et c'est vrai aussi aux États-Unis. Et les Tea Parties ont complètement échoué politiquement, ils ont été récupérés par le Parti républicain, les finances américaines ne sont pas en train d'être réformées comme il faudrait. Donc, moi j'appelle vraiment à cette révolution copernicienne dans nos milieux, c'est d'arrêter de vouloir absolument réformer le système de l'intérieur et de le réformer de l'extérieur, quitte à être beaucoup plus modeste. Pour l'instant, les donateurs d'associations croient que le pouvoir est chez les parlementaires, chez les ministres, et donc rétribuent les lobbies en les récompensant s'ils ont réussi à avoir un rendez-vous avec un ministre ou un député ou un sénateur. Bon, c'est sûrement moins payant financièrement et peut-être même en termes d'audience, mais le vrai rôle de toute association serait de dire qui a la réalité du pouvoir, tout simplement un devoir de vérité, et puis ensuite en termes de lobbying, essayer de réunir les personnes de bonne volonté qui ne dépendent pas de ce pouvoir. Ce qui demande un travail de beaucoup plus longue haleine, un travail beaucoup plus ingrat, mais à mon avis, à mon sens, le seul qui puisse donner des résultats dans l'avenir, surtout qu'on théorise beaucoup sur la faillite de l'État ou des États à venir, sans forcément prendre conscience de ce que ça va vouloir dire en termes de rebattage de cartes. Tout ce qui sera lié au système sera balayé,
Et puis, il faudra avoir commencé à préparer une stratégie de sortie, tout simplement parce que les individus et les groupes qui auront voulu rester dans l'œil du cyclone seront assez menacés. Ceux qui auront réussi à préparer l'avenir, ce seront ceux qui auront commencé à préparer des réseaux autonomes, des organisations indépendantes. Et pour l'instant, je ne le vois pas, mais je propose qu'on réfléchisse à ça pour y parvenir. Voilà. Bravo. Et donc évidemment la discussion est ouverte parce que... Merci en tout cas, et puis je crois qu'on a 5 minutes pour quelques questions, s'il y a des questions, des commentaires. Vaste programme. Oui. Il y a tellement de choses qu'il faudrait disposer d'autant de temps que vous pour réagir. Mais il y a tout de même, il y a un point qui... Je vais revenir au début, ce que vous avez dit sur Sarkozy. Il y a pas mal de gens qui lui ont conseillé, à l'époque et même un peu avant, d'entreprendre des réformes immédiatement, dans la foulée, comme on dit dans les 100 jours. Et c'est là qu'il a fait une erreur funeste, c'est vouloir pratiquer l'ouverture à gauche, faire le théâtre dont vous avez parlé. À ce moment-là, il aurait eu les moyens de faire tout de même un certain nombre de choses. Parce que quand vous dites qu'à la tête de l'État, on échoue toujours, je ne suis pas d'accord. Margaret Thatcher n'a pas échoué souvent dans ce qu'elle a entrepris. Mais il faut de la volonté. Il faut une volonté churchillienne. Et la plupart des gens ne l'ont pas. Thatcher est l'une des rares à avoir eu cette stature, ce courage, et elle a tout de même fait passer un certain nombre de choses. J'aurais une petite objection concernant Thatcher. Peut-être que c'est le sale gosse qui crache dans la soupe, mais aussi bien Reagan et Thatcher aux États-Unis, au Royaume-Uni, qu'est-ce qu'il en reste finalement? Après, il y a eu d'ailleurs à peu près la même évolution, c'est intéressant. Après Reagan, il y a eu un républicain déjà étatiste. Après Thatcher, il y a eu John Major. C'était déjà une dégradation de ce qui avait été fait. Et puis ensuite, il y a eu Clinton et Tony Blair qui sont très comparables au niveau du profil. Oui, mais pas sur un politique. point essentiel, à mon avis. Ce que Thatcher a réussi à faire, personne n'est revenu là-dessus, c'est abattre le pouvoir des syndicats. Et regardez pour la grève de demain. Ils ont les plus grandes peines à organiser une grève. Tony Blair n'est pas revenu là-dessus, contrairement à ce que vous dites. La nuisance des syndicats a été détruite pour toujours en Grande-Bretagne, et ça, c'est un argument de poids en faveur de l'action par le haut. Il y a aussi d'autres points. Elle a échoué parce qu'elle a, même par exemple sur le plan fiscal, c'est quand elle est arrivée à la poll tax. Bon, sur un autre plan, je suis d'accord avec vous, c'est vrai, et j'en veux pour preuve... Par exemple, le NHS existe toujours au Royaume-Uni. Oui, mais... Est-ce que Reagan a supprimé l'affirmative action? Est-ce qu'il a supprimé le département d'éducation, le bus obligatoire pour... Non, je suis d'accord avec vous, mais Reagan, malheureusement, quelle que soit la sympathie que j'ai pour lui, était beaucoup plus dans l'annonce, dans le théâtre. C'était le grand communicateur. Ce qui va dans votre sens, c'est malheureusement ce qui s'est passé il y a quelques jours en France, où l'initiative des parlementaires de la droite populaire sur le droit des victimes a été retoquée et a commencé par cet abruti qui est le garde des Sceaux actuellement, Mercier, qui a osé dire mais c'est pas conforme à notre tradition, sous-entendu notre tradition collectiviste qui avantage toujours le criminel par rapport à la victime. Ils n'ont pas osé aller contre, ça vous donne raison. Alors, dès qu'on veut enfoncer un coin sérieux dans le système, ça échoue. Précisément, et quand on dit que Sarkozy aurait dû agir tout de suite, les syndicats l'ont quand même prévenu dès le début. Je me souviens d'une interview de Bernard Thibault dans Le Monde, je crois. Le lendemain de son élection, il disait Sarkozy est élu, je le reconnais, mais s'il croit qu'il va pouvoir faire ce qu'il veut, là il se trompe, on sera là. Si Sarkozy avait mis en place des réformes, ça aurait voulu dire, parce qu'on, je veux pas avoir une vision trop... on est une vision de l'État, à mon avis, qui remonte à une époque, qui remonte à Richelieu, quoi, une époque où il y avait un type qui prenait une décision et tout de suite elle était appliquée. Là, ça voulait dire, vu la montagne de béton et de médiocrité qu'est l'administration française, ça voulait dire que quelques cerveaux en haut émettaient une idée,
et affirmaient leur volonté de l'avoir mettre en place, puis ensuite que tous les rouages devaient se mettre en place. Comment ça se serait passé, par exemple, sur les expulsions de clandestins, donc c'est-à-dire l'application stricte de la loi? Ça voulait dire que le fameux ministre de l'immigration, qui aura duré 3 ans et demi, prenait une décision, enfin le ministre prenait une décision, expulsait tous les clandestins, et ensuite, sur le terrain, ça voulait dire quoi? Les juges, est-ce que les juges auraient validé les décisions quand il y aurait eu des plaintes? Est-ce que les fonctionnaires auraient accepté d'évacuer? Est-ce que, parce que on a toujours le gouvernement qu'on mérite, est-ce qu'il n'y aurait pas eu des bobos dans les avions pour Dakar qui seraient enchaînés autour d'un clandestin de 18 ans et demi pour dire qu'on expulse des enfants? Enfin, c'est quand même des... Moi, je ne défends pas Sarkozy, je trouve qu'il est médiocre, qu'il est mauvais, enfin, il y a que des critiques à lui adresser, mais finalement, critiquer Sarkozy, c'est pas ce qu'il y a de plus politiquement incorrect en France. C'est devenu un sport national, non pas seulement à gauche, mais je vois pas ce qu'il aurait pu faire d'autre, à moins, et ça rejoint ce que dit Hoppe, c'est pas que Hoppe soit sarkozyste, mais à moins d'avoir préparé intellectuellement une vraie alternative, et un acteur, un vendeur de soupe comme Sarkozy en aurait été incapable. Et par rapport à Thatcher, je crois qu'il y a une différence, peut-être qu'il y a plus mais pas au niveau des personnes, parce que là il n'y a que des différences, mais au niveau du contexte, c'est que les travaillistes et les syndicats britanniques avaient tellement ruiné le pays que quand elle est arrivée, elle pouvait compter sur l'appui des classes populaires et moyennes qui avaient voté pour elle, contre les élites d'ailleurs. Et Sarkozy avait un petit peu, il y avait un petit peu cette configuration, mais on était quand même nettement moins loin dans la faillite. En 2007, on était encore dans la bulle. Avant que Thatcher arrive, le FMI s'intéressait de très près aux affaires internes. Je suis pas un millénariste et j'espère pas que la France sombre dans le chaos pour qu'elle renaisse par la société d'Anserman Hoppe, mais ce que je constate, c'est qu'il y a beaucoup de volontarisme, même dans des milieux qui ont compris que ce serait de toute façon complexe, et puis qui ont compris que... par exemple, parfois j'entends des libéraux conservateurs dire bon, on est 6 à cette réunion, mais les bolcheviks étaient 6 et les nazis étaient 12. Bon, c'est toujours amusant d'entendre citer ces exemples. Et je leur fais toujours une objection, mais c'est plus facile de transformer un peuple libre en meute de chiens assoiffés que l'inverse. L'inverse, ça veut dire du temps, ça veut dire de l'éducation, des initiatives individuelles, des exemples, des exemples qui réussissent. Et je crois qu'il faut vraiment commencer par là. Pour l'éducation, par exemple, il n'y a plus de réforme possible de minute. Par contre, il y a quelque chose à faire, c'est d'encourager leur contrat et d'espérer qu'ils fassent suffisamment d'émules pour que, quand l'État s'effondre, il y ait des écoles qui tiennent encore debout. Voilà, je vois vraiment... En fait, je pense que ça peut paraître très ambitieux, ça l'est, mais c'est en tout cas... C'est plus modeste, à mon sens, de dire on va essayer de révolutionner l'État par de l'extérieur, par l'exemple, en soustrayant des forces à l'État, plutôt que de dire on va prendre d'assaut la citadelle et puis planter notre drapeau en haut et ça va rayonner. Enfin, mais ça contredit pas ce que vous disiez en fait. C'est juste le constat qu'on est arrivé à une impasse. Enfin, je sais pas s'il y avait d'autres. J'approuve tout, sauf de dire que Sarkozy est médiocre, ça je n'approuve pas. Mais sur le fond, je suis tout à fait d'accord avec vous. Et c'était très difficile pour lui d'appliquer ces réformes. Il avait toutes les organisations que vous avez citées contre lui. Et je pense que c'est de l'objectivité de le reconnaître. Et voilà. Il y a, je crois, un petit point complémentaire aussi à faire sur le détail de l'action de Sarkozy, sur sa manière de travailler dès le départ. C'est que je pense que c'est un type qui a été dans l'incapacité de ne pas remercier les gens qui l'avaient aidé. Ce qui fait qu'il a mis en place des incapables.
beaucoup d'incapables. Hervé Morin, par exemple. Entre autres, il y a eu Hortefeux. Il s'est rendu compte au bout de 4 ans quand même qu'Hortefeux était un incapable, puisqu'il a été d'abord à l'émigration et ensuite à l'intérieur. Et tous les gens qui ont été en contact avec lui, on s'est rendu compte que c'était Death Groove, quoi. Il n'y avait rien derrière. Borloo, ça lui a pris du temps aussi. Pareil, il a compris. Je crois que maintenant, il commence peut-être à s'en mordre les doigts. Ça, c'était son esprit d'ouverture. Ça. On va peut-être passer au deuxième sujet, parce qu'on est un petit peu pris par le temps. Oui, juste un mot. Dernière remarque. Je suis sur le fond complètement d'accord avec votre analyse selon laquelle le dysfonctionnement de l'État est quelque chose qu'aucun particulier, aucun politique n'est capable de surmonter sans des modifications profondes. C'est une constatation dont vous faites la parfaite démonstration. La question est de savoir ce qu'on peut faire. Alors, les suggestions que vous faites, elles sont intéressantes, sympathiques. Est-ce que ça n'est pas wishful thinking? Est-ce que ça n'est pas abstrait? Et est-ce que la conclusion logique ne serait pas qu'on devrait faire quelque chose qui soit de l'ordre d'une révolution? En 30 secondes. 30 secondes, c'est du wishful thinking tant qu'on n'essaye pas de transcrire ça dans le monde réel. Abstrait, il faut quand même, avant d'élaborer une stratégie, enfin c'est l'homme préhistorique qui taille sa pierre avant d'aller chasser. Il faut déjà qu'on réfléchisse à ce qu'on va faire. Et quant à la révolution, à l'insurrection, on n'a absolument pas les moyens de faire quoi que ce soit. Enfin, donc, du coup, ça paraît complètement idéaliste, mais je crois que si on n'a pas déjà amorcé intellectuellement la possibilité d'une alternative concrète, évidemment, tant qu'on n'a pas posé la première pierre, ça paraît être un délire d'idéologue. Je n'ai pas dit ça. Non, mais j'en ai conscience. J'ai vraiment pas dit ça. D'abord, je ne le pense pas. Mais ce que je crois, c'est que c'est un processus qui est tellement lent, s'il fonctionne, que ça devient wishful thinking. Ce sera le mot de la fin, on va dire. Merci. On peut passer directement au deuxième sujet. Donc, notre deuxième invité, c'était Alain Laurent. Vous êtes essayiste, philosophe. Vous êtes aussi éditeur aux Belles Lettres. Vous avez publié pas mal de bouquins, dont, si ma mémoire est bonne, il y avait Solidaire si je le veux, par exemple, ou le dernier qui était La Société ouverte et ses nouveaux ennemis, Voilà. c'est ça, en 2009. On peut, vous voulez nous présenter en fait la nouvelle édition du... Voilà, oui, je vais dire un mot de ceci, de Murray Rothbard, L'éthique de la liberté, qui est la Bible des libertariens. C'est paru aux États-Unis sous le même titre, d'ailleurs, c'est Sex of Liberty en 1982, et on l'avait édité aux Belles Lettres en 1991 dans la collection de François Guillaume à l'époque, qui s'appelait le Laisser-faire, qui n'existe plus. Et puis, en une vingtaine d'années, ma foi, tout a été épuisé. J'ai décidé de le rééditer. Donc, c'est paru en mai dernier. Alors, je vais vous dire un peu en quoi cela consiste pour ceux qui ignoreraient. Donc, Rothbard, sur Rothbard lui-même, donc je rappelle qu'il, non pas qu'il incarne le libertarianisme, mais une version du libertarianisme, une version anarcho-capitaliste. Rothbard était un économiste, et il s'est fait d'ailleurs d'abord reconnaître comme tel. Et c'est pas son premier livre, hein, mais c'est celui qui est sans doute le plus accompli sur le plan théorique. Ce qui est tout à fait frappant, c'est le tout début. Je dirais, moi, ce qui m'intéresse le plus, ce sont pratiquement les 100 premières pages, en particulier la première partie, qui est une réactualisation des théories juste naturalistes du droit naturel. Et toute la pensée de Rothbard se fonde sur ce droit naturel des individus
de disposer librement d'eux-mêmes. C'est-à-dire la souveraineté de l'individu et de l'individu propriétaire de soi. Le deuxième point étant que tout ce à quoi un individu consent librement, eh bien, personne, et surtout pas l'État, n'a quoi que ce soit à lui redire. Tout ceci est de plus fondé sur, là aussi, une réactivation intellectuelle de la tradition, en tout cas de la pensée rationaliste. Donc c'est en quelque sorte la conjonction du rationalisme, un rationalisme pur et dur, mais en même temps extrêmement ouvert, et puis de la tradition du droit naturel. Donc individualisme, rationalisme, juste naturalisme, voici les prémices sur lesquelles Rothbard s'est fondé. Alors il en déduit beaucoup de conséquences concrètes. C'est tout à fait passionnant de le lire. C'est un livre assez épais, donc on a de quoi se satisfaire. Je suis loin de partager toutes les conclusions auxquelles il parvient, en particulier, par exemple, le fait que un individu ou des parents a le droit de disposer librement de leur enfant pour l'échanger, etc. C'est là d'ailleurs qu'on voit les limites de ce type de libertarianisme, n'est-ce pas, frôler, aller plus loin que le paradoxe. Et il y a un ami d'ailleurs de Rothbard qui avait publié un bouquin qui s'appelle « Défendre les indéfendables ». Alors là, on est toujours en effet sur la limite. Personnellement, je ne le suis pas sur ce plan-là. Mais toujours est-il que ça a eu tout de même un écho significatif aux États-Unis et qu'à partir de ce moment-là, il y a eu toute une frange anarcho-capitaliste qui s'est constituée. Ça ne résume pas le libertarianisme qui est largement présent dans ce que vous rappeliez tout à l'heure, hein, par exemple le mouvement des Tea Parties, mais je crois que ça a tout de même plus d'effet qu'on pourrait l'imaginer que vous ne signalez. L'effet n'est pas nul. Donc voilà pour Rothbard. Comme c'est une réédition, je n'insiste pas davantage, hein, c'est renommé est fait depuis longtemps. Je vais tout de même dire un mot du petit écho que cela a tout de même en France, qu'on l'a publié en 91. L'écho avait été nul. Peut-être que le service de presse n'avait pas été suffisant. Là, je m'en suis préoccupé personnellement, c'est pas moi qui m'en occupais à l'époque. Et tout de même, j'ai reçu une demande d'interview de France Inter, ce qui m'a beaucoup surpris, mais comme c'était à 6h50, j'ai Audrey Pulvar, j'ai considéré qu'il fallait que je me lève vers 4h30 pour être à temps, etc. Donc ça n'impliquait pas que je puisse le faire. De plus, je partais en voyage à ce moment-là. Il y a eu deux réactions tout à fait étonnantes et positives de la Fondation pour l'innovation politique, la Fondapol. On ne s'attendait pas à ce qu'elle soit si ouverte aux idées libertariennes. Et l'une de ces réactions a été reprise sur le monde en ligne, le monde.fr. Ce qui fait que Rothbard a fait une percée inattendue. Et il a reçu aussi le soutien récemment de là où vraiment je ne me suis jamais attendu, de la revue de la Bible des gays, Têtu, n'est-ce pas? Et Têtu soutient Murray Rothbard. Et là, c'est une gigantesque avancée. Alors, pour quelle raison? C'est parce que, comme libertarien conséquent, Rothbard était aux États-Unis l'un des premiers à dire « Mais au nom de la suprématie du droit de disposer de soi, dès lors qu'on n'agresse personne, eh bien, les homosexuels ont droit à l'existence comme n'importe qui. » Et ça n'est pas passé inaperçu. Et puis, alors, j'ai oublié une chose importante, c'est qu'il y a un jeune préfacier, un jeune agrégé de philosophie, Jérémy Rostand, qui est installé actuellement aux États-Unis, qui est un libertarien pur et dur, lui aussi, qui a fait une très intéressante préface. Et cette préface, elle est disponible aussi sur le net grâce aux soins conjugués de Damien Tellier, qu'on connaît bien ici, et de l'Institut Copé, et également de mon ami Henri Lepage, avec l'Institut Turgot, tous deux estimant que cette préface projetait un éclairage tout à fait nouveau sur les idées de Murray Rothbard. Voilà, moi je n'en dirai pas plus, sinon que si pour l'essentiel il y a de la philosophie politique et même de la philosophie morale tout à fait au début. Ce qui est intéressant, ce sont les conséquences pratiques, concrètes. Il y a un appel à la fin qui est lancé, dont je voudrais rappeler le titre intéressant, c'est la stratégie de la liberté. C'est presque ce que vous rappeliez tout à l'heure. Alors pendant que j'ai la parole, il y a quelqu'un dont Murray Rothbard a été le disciple, c'est Ayn Rand, et je rappelle, ou en tout cas je confirme, que à la rentrée, et ça fait partie de la rentrée littéraire, donc
en septembre, probablement le 22 septembre, paraîtra en librairie la traduction en français de Atlas Shrugged sous le titre La Grève. Ça fait, comme je m'en suis largement occupé, ça fait 1167 pages, n'est-ce pas? Ce sera un gros pavé, et on espère que tout de même, lorsque la rentrée littéraire battra son plein, que ce roman, dont je rappelle qu'aux États-Unis il a eu 7 millions de lecteurs, aura tout de même 7000 lecteurs en France, pour qu'on arrive à franchir le point mort, n'est-ce pas? Mais 7 millions, enfin 7 millions depuis en une cinquantaine d'années. Je rappellerai une seule chose sur l'aventure extraordinaire d'Atlas Shrugged aux États-Unis. En 2009, grâce à l'arrivée d'Obama au pouvoir et puis de la politique étatiste pour essayer de faire semblant de résoudre les problèmes de la dette, etc., eh bien, ce roman a eu 500 000 lecteurs, 500 000 acheteurs, sans doute plus de lecteurs, c'est un des gigantesques best-sellers. Ce qui est intéressant, si on compare par exemple ce qu'a écrit Ayn Rand en tant que romancière, et puis Rothbard, qui lui est un économiste et un philosophe politique, c'est que, ça aussi, ça peut faire partie de la stratégie de la liberté, les idées que l'on défend passent souvent mieux par le biais de la fiction, qu'elle soit cinématographique ou littéraire. C'est le génie d'Ayn Rand d'avoir choisi le roman, et aussi bien Hayek que Rothbard, même ma foi, se contentent de quelques milliers de lecteurs en plus. Là aussi, il y a à réfléchir, c'est les moyens, peut-être avec toutes les ressources de la technologie actuelle, de faire passer les idées, pourvu qu'on en ait le talent et le génie, évidemment. Bon, merci. Si vous avez quelques réactions. Bonjour. Alors moi j'ai deux questions rapides. La première sur Murray Rothbard, est-ce que vous pouvez nous dire ce qu'il faisait comme métier, ce qui dépendait de l'État dans son métier? Déjà. Alors, vous voulez que je pose la deuxième question aussi? Bon, je vais répondre rapidement. Comme j'ai dit, c'était un économiste, Ouais. et il était effectivement, il a dépendu de l'État. Ah bon. Professeur d'économie à l'université d'État du Nevada à Las Vegas. Mais aux États-Unis, c'est un problème, vous savez, vous n'êtes pas le premier à poser la question. Ouais. On a souvent parlé avec Pascal Salin, etc. Parce que Pascal Salin, mes amis libertariens, même purs et durs comme Pascal ou Bertrand Le Ménissier, sont des professeurs d'université payés par l'État, etc. Mais sans doute moins aux États-Unis qu'en France, mais c'est tout de même sensible. Le fait de pouvoir enseigner a été largement préempté par l'État. Des écoles privées. Pardon ? Il y a des écoles privées aux États-Unis. Non, le privé se fait sentir dans le fait qu'il finance souvent largement les universités, y compris les universités publiques. Ça ne se passe pas tout à fait comme en France. Et puis on ne va pas reprocher à un libertarien de prendre le métro, par exemple. Non, mais j'ai Non, mais je sentais une certaine perfidie dans votre question, Non, parce que puis qui est pertinente. complètement. Non, mais c'est bien de désamorcer ce genre de questions, parce que je reprends mon exemple du métro. Pour les socialistes, en fait, il faudrait non seulement payer des impôts, mais en plus être cohérent avec ses idées, donc ne pas profiter des biens et des services qu'on nous oblige à payer. Donc Pascal Salin, il est universitaire, pour rester dans son pays, il devait être fonctionnaire. Si une université privée française lui avait proposé d'enseigner, je ne pense pas qu'il aurait dit non. Je ne mettrais pas ça sur le même plan, mais c'est... parce qu'on n'a pas le choix, en fait, d'utiliser la route. On n'a pas le choix. On a le choix de travailler dans le privé ou dans le public. Mais là, soit dit en passant, passant, il y a une réforme à faire que personne n'a osé imaginer en France, c'est la réforme du monopole de l'université par l'État en France. Ce que Valérie Pécresse, évidemment, n'a jamais songé dans son petit cerveau à penser une nanoseconde. Et tout serait là, que des universités privées puissent exister. Une dernière J'avais une deuxième question, je l'ai dit tout à l'heure, mais rapide. C'est par rapport au titre que vous avez choisi pour traduire Atlas Shrugged. Il y avait la révolte d'Atlas, qui était un peu un titre qui circulait avant. Pourquoi est-ce que vous avez choisi? Est-ce que c'est vous qui avez choisi la grève? Et est-ce que c'est une tentative de subversion par le langage, parce que les gauchistes vont se ruer dessus en pensant que c'est un livre qui défend la grève, évidemment? Oui, on l'espère bien, comme ça on franchira le cap des 7000 acheteurs. Ce n'est pas moi qui l'ai choisi, mais ce titre a tout à fait sa cohérence, puisque pendant
Ayn Rand a travaillé sur ce roman de 1945 à 1957, pendant une douzaine d'années, et pendant 11 ans, son titre de travail, c'était The Strike, la grève. Et deuxièmement, le propos essentiel du roman, c'est bien une grève. Ok, merci. Dernière remarque. Oui, non, c'est une question plus au philosophe. Donc, comment il peut être cohérent de défendre à la fois le droit naturel et le rationalisme, vu que, peut-être de façon erronée, mais on a plutôt tendance à considérer que le rationalisme mène au droit positif, avec des personnes qui prétendent pouvoir codifier le droit de haut en bas, et que le droit naturel, ça correspondrait plutôt à un droit au moins d'inspiration religieuse. Enfin, l'Église catholique, par exemple, est juste naturaliste. Peut-être pas au sens où, certainement pas au sens où l'entend Rothbard, mais voilà. Quelle est la cohérence, comment il l'explique et comment vous l'expliquez entre les deux? Oui, alors déjà, c'est une profonde erreur de croire que le rationalisme est positiviste. Le plus grand philosophe de la raison, Kant, était justement, et pour la cause, rationaliste et tout à fait partisan du droit naturel. Donc là, c'est une profonde erreur de croire qu'il y aura un monopole de l'Église catholique sur le droit naturel, qui remonte d'ailleurs un petit peu plus avant, puisqu'il y a des traces de droit naturel chez les stoïciens, par exemple. Et deuxièmement, le rationalisme, tel que le professe Rothbard, tel que le professe Ayn Rand, mais dans une version tout à fait différente, telle que le professait aussi bien Kant que Spinoza, etc., il est fondé tout de même sur la souveraineté de la raison individuelle, utiliser sa propre raison. Donc, il n'y a rien de positiviste là-dedans. Et je ne vois pas de rationalisme qui ait abouti au positivisme. C'est autre chose. Hein. Mais Rothbard l'a suffisamment démontré. Lorsqu'on est cohérent avec les prémices de la raison, eh bien, on aboutit à des conclusions juste naturalistes. Je peux faire une petite remarque sur la conception du droit naturel et son rapport au rationalisme. En tant que juriste, je vois, à travers ce qui se passe dans le droit continental et aussi dans le système de common law, que je connais assez bien également, ce qu'on appelle dans le monde du droit le droit naturel, c'est un ensemble de règles destinées à rendre la vie sociale plus humaine, à rendre le monde plus habitable. Et je le vois complètement déconnecté de tout souci de rationalité. Voilà, c'est mon approche de juriste. Oui, mais alors la philosophie de droit naturel est totalement étrangère à ce que vous venez de dire. Non, mais je vous exprime le point oui, de vue. d'accord. La vision du droit. Oui, ce sont de quelle école? Mais c'est la même expression. De quelle école? Je connais. De quelle école? De quelle école? Oui, parce qu'en fait, le droit est enseigné dans des écoles. Donc, vous faites référence à quelle école? Le droit est enseigné dans de nombreuses écoles, mais ce que je veux dire, c'est que dans l'enseignement général du droit en France, et dans le système anglo-saxon également. Ça me semble assez extraordinaire, parce que sur le plan de la philosophie morale et politique, la notion de droit naturel renvoie tout à fait autre chose, renvoie déjà à l'individu. Voir par exemple les débuts du traité de Locke, par exemple, ou ce qu'on voit chez Kant. À chaque fois, ça renvoie l'individu au droit. Mais je vais vous renvoyer, c'est là, je suis assez stupéfait, parce que prenez simplement la Constitution de la Ve République, qui renvoie à la Déclaration française des droits de l'homme de 1989. Eh bien, il y a affirmé le droit naturel de l'individu. Ça figure en toutes lettres. C'est le respect de l'individu de la part de l'État, et ça n'a rien à voir avec vivre ensemble, etc. Que chaque individu... Ça a à voir avec rendre la société habitable. Rendre le monde habitable. Mais ça ne figure nullement dans la théorie. C'en est un résultat. Ou on peut le résumer en disant, si chaque individu est reconnu souverain dans la jouissance et l'exercice de ses droits individuels, du coup, etc. Mais c'est pas conséquentialiste, c'est pas ça qui est recherché. Ce qui est posé,
c'est en effet la souveraineté de l'individu propriétaire de lui-même. Bon, dans la version, disons, dure, ou à mon avis la plus rigoureuse, qu'est celle de Rothbard ou bien d'Ayn et puis de quelques autres. Hein. Merci. On va passer au troisième sujet avec Monsieur Charmeyer. Vous êtes, avocat. Vous avez publié dernièrement un livre qui a été préfacé par Boutros Boutros-Ghali, l'ancien secrétaire général de l'ONU, qui s'intitule « Les réfugiés palestiniens, otages de la diplomatie ». Donc vous pouvez nous parler un petit peu de Est-ce que j'ai le droit de me mettre au bout de la table parce que j'aime avoir le regard de tout le monde? Allez-y. J'ai aussi enseigné la fiscalité internationale. C'est l'une de mes... D'accord. Je vous aide pas, donc il faudrait que tu me baisses. Pardon? Ah oui, mais non, Voilà. Alors, je ne vais pas vous parler du livre, je vais vous parler de son contenu, du sujet, les réfugiés palestiniens. Au moment où je vous parle, dans des camps de réfugiés, naissent des enfants qui sont étiquetés réfugiés parce que leur arrière-grand-père, en 1948, ont été réfugiés. Nous sommes donc à la 4e génération de réfugiés. Je vis personnellement avec beaucoup de difficultés le fait qu'on maintienne une population, des enfants, dans le sous-développement culturel, dans le sous-développement économique, dans la misère, sans qu'il y ait de véritable justification. Je pense que c'est un scandale qui, comme le dit d'ailleurs Boutros-Ghali, est un scandale qui n'intéresse actuellement personne. Alors ce que j'ai fait, c'est essayer d'une part d'analyser les raisons et d'autre part de proposer une suggestion. Les raisons. Comment est né le problème des réfugiés et comment les 650 000 réfugiés de 1948 sont aujourd'hui 4 800 000. 4 800 000 réfugiés qui pointent à l'UNRWA, qui est l'organisme qui s'occupe d'eux. Alors, en 1948, il y a eu 1 300 000 réfugiés. Il y a eu 650 000 réfugiés palestiniens qui ont été... Alors, il y a 3 thèses que je vais vous énoncer succinctement. Il y a eu 650 000 réfugiés palestiniens et il y a eu 650 000 réfugiés juifs qui ont été chassés ou qui ont dû quitter les pays arabes dans lesquels ils vivaient et pour la plupart d'entre eux dans lesquels ils étaient implantés antérieurement à la conquête arabe, à la conquête de l'islam ou à la conquête arabe. Mais mon sujet, ce sont les réfugiés palestiniens. Je ne m'occupe que de cela actuellement. Ces 650 000 réfugiés ont été, à l'époque, normalement, légitimement aidés par un organisme qu'on a créé rapidement et qui s'appelle l'UNRWA. L'UNRWA avait comme fonction, dans le sigle UNRWA, il y a le W qui est Works, en anglais, c'est un acronyme anglais. Works, l'UNRWA avait pour but de provoquer des travaux importants pour aider la réinsertion des réfugiés et d'autre part de leur apporter une assistance humanitaire, médicale, sociale, etc., etc. De ces 650 000 réfugiés, les gens qui existent aujourd'hui comme réfugiés de cette époque, eh bien, il en reste, après toutes les évaluations, à peu près 50 000. Tous les chiffres que je vous cite et que je cite dans ce livre sortent des sites soit de l'ONU, soit de l'UNRWA, soit des sites palestiniens. Ce sont des chiffres, je dirais, sur lesquels il n'y a pas de controverse.
Il en reste 50 000 à peu près, et ils sont 4,8 millions. Pourquoi? À cause d'une fiction juridique qui est une offense à l'intelligence, qui est que le caractère de réfugié est un caractère héréditaire. Je n'ai jamais, dans l'histoire humaine, vu d'autres exemples d'hérédité d'un statut juridique à la 4e génération. Donc aujourd'hui, vous avez 4 800 000 personnes qui ont une sorte de sécurité sociale. Ils sont dans le sous-développement, mais on leur donne quand même le petit minimum pour survivre, un petit minimum scolaire, mais on les maintient dans une situation d'humiliation, parce que c'est vraiment pas supportable. En tout cas, personnellement, je ne le supporte pas. Et c'est ce que j'ai voulu dire et écrire. Alors, comment en sortir? Et comment expliquer? En 1948, pourquoi y a-t-il eu des réfugiés? Je vous ai promis de vous dire pourquoi ils sont. Il y a 3 thèses. Il y a la thèse israélienne, selon laquelle ils ont été incités à partir par l'establishment, et notamment par le grand mufti, à partir pour que les pays arabes puissent liquider l'État d'Israël dans l'œuf et revenir en conquérant. Ça, c'est la thèse israélienne. Et c'est partiellement vrai, puisqu'il est largement documenté que l'establishment arabe a incité la population qui était en Palestine à quitter le pays. Il y a la thèse palestinienne qui est « ils ont été chassés ». Et ils ont été chassés, qu'il y a eu... Bon, aujourd'hui, il y a un consensus entre les historiens, les plus variés d'ailleurs, pour dire, premièrement, il n'y a pas eu de plan d'expulsion de la population arabe, et il y a eu des gens qui sont partis, pour partie parce qu'ils ont été incités à le faire, et pour partie parce qu'ils ont été chassés. Il n'y a aucun doute sur le sujet. Il y a une partie qui a été chassée et une partie qui est partie sur l'incitation des dirigeants arabes. D'ailleurs, beaucoup vivaient à cheval en Liban, car la population qui était en Palestine à l'époque était une population dont les autochtones étaient relativement un petit pourcentage et dont l'essentiel était constitué par un apport d'immigrants qui sont venus vivre là, attirés par la prospérité naissante de ce qu'était le Yishuv, c'est-à-dire l'establishment qui colonisait les terres, et colonisation pas dans le sens péjoratif d'aujourd'hui, mais dans le sens noble qui consiste à retourner, à défricher des terres incultes pour les rendre cultivables. Lorsqu'on a créé l'UNRWA, les États arabes ont expressément demandé que figure dans le statut universel de la Convention de Genève de 1951 un article 11D qui dit que quand on bénéficie d'un autre statut, on ne peut pas bénéficier du statut universel. C'est-à-dire que les réfugiés palestiniens sont exclus du régime universel. En d'autres termes, il y a aujourd'hui dans le monde 2 régimes de réfugiés. Il y a 330 millions de réfugiés éparpillés dans le monde, les Indiens, les Pakistanais. Il y a eu 330 millions de réfugiés et qui bénéficient de la protection du Haut Commissariat aux réfugiés, créé par l'ONU, dont les Palestiniens sont exclus sur la demande expresse des pays arabes qui ont dit « nous ne voulons pas que les Palestiniens soient intégrés là où ils sont pour garder la perspective du retour ». Ça, c'est une donnée de fait.
il se trouve que la conséquence de ce double statut est que, d'une part, les Palestiniens qui sont dans la définition internationale du réfugié et qui sont dans la définition palestinienne de l'UNRWA des réfugiés, ne peuvent pas, dans les pays arabes, c'était une décision unanime de l'ensemble des pays arabes, bénéficier de la nationalité, du droit de travailler, des droits élémentaires de la personne humaine. C'est vrai au Liban, c'est vrai en Syrie, c'est vrai partout. Ça, c'est la condition des réfugiés telle qu'elle existe. Quant au droit de retour, le droit de retour, qui est cultivé de manière répétitive dans toutes les négociations internationales à la recherche d'une solution, eh bien, juridiquement, j'en ai fait l'analyse, j'ai recherché partout toutes les sources possibles et imaginables. Ce droit de retour n'a pas de fondement juridique. Je ne vais pas vous faire tout le développement, il est compliqué, mais je peux quand même vous donner quelques données élémentaires. Et deuxièmement, aujourd'hui, personne n'y croit. Je rencontre de temps en temps des autorités palestiniennes en privé. Personne ne croit que l'État d'Israël va accepter 4 800 000 réfugiés revenant vivre sur quelque chose qui n'existe plus, qui d'ailleurs n'a peut-être pas vraiment existé. Et par conséquent, je donne aussi l'exemple d'un haut fonctionnaire de l'UNRWA qui a dit cela et qui a été licencié. Ce droit de retour, personne n'y croit, et juridiquement, pourquoi ça n'existe pas? La revendication repose sur l'article 11 de la résolution 194 de l'ONU. Cette résolution 194 de l'ONU a été, à l'époque, rejetée par l'ensemble du monde arabe. Rejetée par l'ensemble du monde arabe. Cependant, bien qu'ils aient rejeté cette disposition, de même qu'ils avaient rejeté le plan de partage en 1947, bien qu'ils aient rejeté cette résolution, ils invoquent constamment l'article 11 comme fondement à la prétention au retour. Or, premièrement, ce texte ne parle pas de droit de retour. Le mot droit n'est même pas utilisé dans la formulation. Deuxièmement, chaque étudiant de première année sait qu'une résolution de l'Assemblée générale des Nations unies ne comporte pas de dispositions coercitives. Seul le Conseil de sécurité peut prendre des mesures, peut imposer des règles de droit, ce n'est pas le cas. Voilà, simplement ces deux arguments-là. Ensuite, on dit que le droit de retour implique la volonté de vivre en paix avec ses voisins. Enfin, bref, c'est une question constamment invoquée et qui n'a aucun fondement. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? D'abord, il y a une chose qu'il faut faire. Et Boutros Ghali, j'étais très heureux de voir ça parce que c'est quand même quelqu'un qui a été le secrétaire général de l'ONU. Il valide complètement la thèse que je développe dans ce livre. Et notamment, il dit clairement ce que je vous ai dit il y a quelques minutes, que le régime des réfugiés palestiniens est discriminatoire. Alors pourquoi le maintient-on? On le maintient pour des raisons très simples. D'abord parce que les hauts fonctionnaires de l'UNRWA croissent et embellissent. C'est-à-dire que plus il y a de réfugiés, là on est à 4,8 millions, si ça continue, on sera bientôt à 6 millions, 8, pourquoi pas. Il y a de plus en plus de fonctionnaires. Il y a de plus en plus de fonctionnaires. Et alors que, écoutez bien ce chiffre, pour l'ensemble des réfugiés dans le monde, le Haut Commissariat aux réfugiés
à 6500 fonctionnaires. Il y a aujourd'hui 30 000 fonctionnaires qui s'occupent des Palestiniens. Chiffres sur les sites de l'UNRWA. Bon, alors, donc qu'est-ce qu'il faut faire? Ce qu'il faut évidemment faire, c'est sortir de l'ornière. Et sortir de l'ornière, ça signifie d'abord ne pas entretenir cette population dans le rêve qu'elle va revenir vers quelque chose qui d'une part, n'existe pas, qui n'a d'ailleurs jamais existé, et où on leur montre, parce qu'ils voient à la télévision les images de la prospérité économique d'Israël, on leur fait miroiter que c'est ce dont ils vont hériter, alors qu'ils n'ont pris aucune part dans cette croissance et dans ce développement. Il faut donc inviter les Palestiniens à se prendre en main et à faire peut-être ce que les réfugiés juifs des pays arabes ont fait, c'est-à-dire dans les pays où ils sont arrivés, ils se sont insérés, ils se sont mis au service de l'économie du pays dans lequel ils étaient, ils n'ont eu aucun organisme comme l'UNRWA pour mendier de l'argent et se faire assister, ils ont retroussé les manches et ils ont réussi leur réinsertion. C'est donc une idée qu'il faut avancer. Il ne faut pas du jour au lendemain supprimer l'UNRWA, c'est impossible, parce que cette population, on ne peut pas du jour au lendemain la livrer à elle-même, mais les fonds abyssaux qu'on investit dans l'UNRWA, l'UNRWA c'est un gouffre en centaines de milliards d'euros depuis des années, et comment, sans aucun contrôle, il n'y a aucun audit public de l'utilisation de l'argent, et cet argent sert à alimenter des fonctionnaires qui bénéficient du statut de fonctionnaires internationaux et qui n'ont aucun intérêt à ce que la chose cesse. Également, l'ensemble des pays arabes qui ne veut pas intégrer ces réfugiés trouve un très bon prétexte pour alimenter, il faut bien le dire, la haine. Eh bien, l'une des choses qu'il faut faire, c'est extirper la haine et utiliser les fonds dont les organisations internationales disposent pour aider les Palestiniens, pour créer des vrais projets de développement, auxquels, je voudrais le dire, auxquels, notamment à la conférence de Taba, les Israéliens ont toujours dit qu'ils participeraient. Une idée, j'ai oublié de le dire tout à l'heure, je fais un petit flashback, quand je disais que personne parmi les Palestiniens ne croit au retour de 4 800 000 réfugiés, j'ai oublié de vous citer Mahmoud Abbas, le président de l'autorité palestinienne. Ça a été révélé par Wikileaks et pas contesté. Mahmoud Abbas a dit à Netanyahou, reprenez-moi 100 000 réfugiés. C'est-à-dire les 50 000 qui sont des vrais réfugiés, leurs familles, des regroupements familiaux. Alors, 100 000 réfugiés, je pense que l'État d'Israël, si c'était ça le problème, je pense qu'ils accepteraient et qu'ils reprendraient. Voilà un peu la situation. Moi, je suis prêt à répondre à vos questions. Oui. Merci. C'était très concret. Donc, en plus, dans le temps imparti, donc c'était parfait. Si vous avez des questions maintenant. Oui, donc vous proposez de réaffecter les fonds de l'UNRWA à des projets de développement. Mais moi, si je prends les chiffres que vous avez donnés, donc il y a 650 000 réfugiés qui sont transformés par la démographie en 4 800 000 personnes. Absolument. Ce qui fait que la population, en une soixantaine d'années, a été multipliée par plus de 7. Oui. Alors je veux pas être eugéniste, mais je trouve quand même ça assez inquiétant qu'une population puisse se multiplier en n'ayant pas le droit de travailler et que ça a été uniquement avec des minima sociaux. Plutôt que de fabriquer artificiellement des personnes qui n'auraient pas dû naître, désolé si ça paraît choquant, est-ce qu'il ne faudrait pas tout simplement arrêter cette aide et puis que les... Vous parlez qu'il faut que les populations soient
se prennent en main, mais elles ne peuvent pas se prendre en main tant qu'on On leur les permet aider de à vivre se et prendre de proliférer aux dépens des Oui, autres. mais- Parce que c'est quand même de l'argent qui provient Mais de l'Occident, au départ, de l'Europe et des États-Unis. et des États-Unis. Et Et savez-vous d'Israël. ce qu'est la contribution des pays arabes? Ouais, j'imagine qu'elle est ridicule. Dites-moi ce qu'elle est. Ah, je suis pas 2%. Et alors le chiffre Alors que que ça les vous... concerne Pardon directement. Alors que Les ça les Arabes concerne contribuent pour 2% au budget. On croit rêver. On croit rêver. directement. Donc Mais à la limite, ce Tout, serait... tout ce que je vous dis est documenté sur les sites de l'UNRWA, de l'ONU ou de l'autorité palestinienne. Mais parce que moi, ça me fait toujours... quand on parle de développement, c'est pas que je sors mon revolver, mais c'est que on voit bien que les familles occidentales font peu d'enfants. Je veux bien qu'il y ait des raisons idéologiques, spirituelles à tout ça, mais il y a aussi des raisons tout simplement fiscales, des raisons urbanistiques. On ne peut pas avoir de logements spacieux dans les villes où il y a du travail, donc on ne fait pas d'enfants, sinon on est au chômage, ou alors on vit comme les ch'tis. Donc on va prendre de l'argent aux contribuables occidentaux pour continuer à financer la multiplication des Palestiniens x7 en 60 ans. Je trouve ça assez inquiétant. Est-ce qu'il ne faut pas, oui, tout simplement, arrêter l'aide? Et puis ils vont sans doute souffrir, mais se multiplier aussi rapidement, c'est quelque chose d'assez anormal. Ça voudrait dire, par exemple... Il n'avait que ça à faire. Hein. Voilà. Mais ça veut dire que l'aide permettait quand même de... Et c'est vrai pour tous les pays, d'ailleurs les anciennes colonies, l'Algérie, je ne sais plus combien il y avait de... Je crois que c'était 9 millions de musulmans et 1 million de pieds noirs en 62. C'est ça. Aujourd'hui, ça a été multiplié par 4. On est à 36 à Ce peu qui près. montre que De Gaulle n'avait pas vraiment tort. Mais, en tout cas, ce qui montre que... plutôt que de vouloir développer le tiers-monde, j'avoue, je suis un horrible individualiste, je me fous complètement du sort du tiers-monde. Par contre, je propose quelque chose d'assez magnanime, c'est qu'effectivement, on leur redonne leur dignité, gérez vos propres affaires et cessez d'être des assujettis sociaux de l'Occident. Parce que votre démonstration a bien prouvé que ça entretient le ressentiment de ces populations, cette assistance. D'abord, fondamentalement, on n'est pas en désaccord. Ce que je veux dire, vous dites des choses que je comprends parfaitement. Lorsque vous vous étonnez que 650 000 sont devenus 4,8 millions, c'est une réalité peut-être. Il y a un petit correctif, c'est que d'après des sources variées, notamment de l'UNRWA, il y a beaucoup de tricheries. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui meurent et les morts, on ne déclare pas les morts, ils continuent pour continuer à toucher. Bon, mais c'est peut-être de l'ordre de... C'est pas significatif. C'est pas significatif, c'est peut-être de 10%, c'est de cet ordre-là. Mais de toute façon, moi je pense qu'on ne peut pas arrêter. On a eu tort d'agir comme on a agi, c'est-à-dire qu'on aurait dû aider rapidement, dire aux gens, vous devez vous réinsérer comme tous les réfugiés au monde. Mais aujourd'hui, la dignité du réfugié palestinien passe premièrement par le fait qu'il sorte de l'humiliation d'un statut d'assisté. Ça, c'est quelque chose d'épouvantable. C'est quelque chose d'épouvantable. Je connais des réfugiés. J'ai rencontré, ils n'ont pas de passeport. C'est quelque chose d'inimaginable. Il faut sortir de ça, et moi je ne suis pas de votre avis, on ne peut pas couper les vivres du jour au lendemain. Je veux dire, quand on a commencé à aider quelqu'un, on ne peut pas du jour au lendemain couper. Je ne suis pas pour ça. Je suis pour le fait que, d'abord qu'on exerce un contrôle sur l'utilisation, et qu'on leur donne une vraie chance de se construire. Mais le contrôle, c'est comme quand on nous parle il y a des scandales liés à l'humanitaire, parce que à l'humanitaire et puis aussi à la rente pétrolière, par exemple au Nigeria, il y a des seigneurs de guerre qui font des fortunes absolument faramineuses sur la rente que verse Total, par exemple, à l'État, et puis qui sont détournés. Mais si on applique la logique humanitaire responsable ou du développement responsable, c'est-à-dire de contrôler l'usage des fonds qui est fait, on revient à une chose qui existait entre 1830 et 1962 en France, qui s'appelle la colonisation. S'il faut des cadres occidentaux pour contrôler l'usage qui est fait de l'argent... Pourquoi ce seraient des cadres occidentaux? Mais parce que si c'est pas des cadres occidentaux, on sait très bien que... C'est pas nécessairement des cadres occidentaux. Mais sinon, ça fait ce qui se passe au Nigeria. Écoutez,
Non, mais vous, Il y a une vous élite êtes certainement- palestinienne, il y a une élite palestinienne brillante. Dans de nombreux pays, vous avez des gens qui sont tout à fait On capables leur ferait d'aider confiance. leur population à sortir de Et l'ornière. on leur ferait confiance avec des fonds qui auraient été donnés par l'Occident. Ouais, on le On fait leur bien ferait en ce confiance moment. pour ne- On le fait bien en ce moment. Bah oui, mais justement, il faut en sortir. C'est sûr. C'est la conclusion que j'ai Bon. tirée de votre intervention. Hein, Bon. C'est qu'il faut arrêter. Enfin, nous sommes, Moi aussi. nous ne sommes pas fondamentalement en désaccord. C'est simplement, je crois que c'est un problème de calendrier. Alors, il y a une question très pratique avant que je laisse la parole à Jean-Robin. Oui. S'il faut sevrer ces populations, parce que, mais c'est la même question, c'est pas dirigé contre les Palestiniens, c'est la même question en Occident, avec les personnes qui vivent des minima sociaux et qui peuvent être françaises depuis des dizaines de générations. Quel serait le plan de sortie, de sevrage? On peut peut-être pas supprimer ça du jour au lendemain, mais le baisser pour que les populations sortent de l'humiliation dont vous parlez et de la suggestion obligatoire pour qu'on voit où vont les fonds. Quel serait le plan de sortie que vous proposeriez? Puis Ouais, on écoutez, passe au dernier sujet. Je ne vais pas ici vous développer un plan détaillé économique sur la manière d'en sortir. Ce que je peux vous dire, c'est que pour avoir rencontré beaucoup de gens, et notamment Boutros Boutros-Ghali, je me réfère beaucoup à lui parce que je n'oublie pas, et vous non plus, que comme secrétaire général de l'ONU, il n'a pas été particulièrement un défenseur des thèses israéliennes, au contraire. Et maintenant, il dit, bah, voilà, c'est pas ça qu'il fallait faire. Et aujourd'hui, il faut mettre un terme à l'inflation de réfugiés. Je vais vous dire, quelquefois je me demande quelle logique, est-ce qu'on n'est pas complètement fou? Est-ce qu'il y a des gens qui ne sont pas complètement fous d'accepter l'idée qu'au bout de 4 générations, on reste dans un camp? Ça, c'est quelque chose de... Et la déflation, c'est pour quand? Pardon? La déflation, c'est pour Mais quand? ça pourrait se faire assez rapidement. Ça pourrait se faire assez rapidement, lancer de la construction, leur permettre de travailler. Alors il y a une petite bonne nouvelle. C'est au Liban, en septembre dernier, il y a eu une petite modification de la législation permettant aux Palestiniens d'exercer quelques métiers. Pas tous les métiers, mais quelques métiers. Voilà. Oui. Juste, Dernière question très rapide. ouais, juste une, Par le temps. ok, une remarque, une question. La remarque, c'est que là, vous exprimez effectivement, j'avais caricaturé, on va dire, le point de vue juif sur la question des réfugiés palestiniens, sachant qu'évidemment, il y a d'autres points de vue. Moi, j'ai déjà rencontré des réfugiés palestiniens, enfin des réfugiés, des gens qui effectivement se retrouvent apatrides. Donc apatride, c'est effectivement une situation un petit peu embarrassante. Alors on peut appeler ça un réfugié effectivement parce qu'il y a le statut de l'ONU, mais fondamentalement c'est un statut apatride puisqu'ils ont été déportés ou enfin de façon, si ce n'est de façon organisée, même d'une façon à l'issue du conflit qui a existé. Bon, donc le résultat de ça, c'est effectivement que deviennent ces personnes. Donc le point de vue d'Israël, qui est un point de vue nationaliste, qui est d'assurer sa survie en évacuant les populations qui pourraient former un contrepoids démographique et donc électoral. Et donc, d'ailleurs, soit dit en passant, le problème va plus se poser dans un certain nombre de décennies sur la population qui est officiellement israélienne. Mais bon, toujours est-il que cette population s'est retrouvée mise hors d'Israël juridiquement de façon arbitraire, et de même façon, en symétrique, les pays arabes ont mis cette population, l'ont hébergée, mais l'ont mis hors de leur nationalité de façon arbitraire, en symétrique. Bon. Donc on se retrouve effectivement à une situation complètement empoisonnée. Un certain nombre de Palestiniens éduqués sont allés dans d'autres pays pour trouver une situation normale. Donc on en trouve un peu partout, dans le Moyen-Orient, en France, comme vous l'avez souligné. Oui. Quelle est la question? Alors, c'est pas nécessairement absurde que, lorsque vous avez mentionné par exemple le nombre de fonctionnaires qu'il y avait à l'ONU pour les réfugiés ordinaires et pour les réfugiés palestiniens, c'est pas la même situation de réfugiés qui ont effectivement un caractère super temporaire et des réfugiés dont finalement l'état civil est assuré par ces fonctionnaires. Je veux dire, en gros, c'est moins de 1% de la population, c'est ce que vous dites. 30 000 pour 6 millions, c'est ça? J'ai le chiffre exact. 4 millions. Donc, enfin bon, ça correspond Ah, à 1%, ce qui est un taux de fonctionnaire qui n'est pas extraordinaire. Le Mais... chiffre exact de fonctionnaires et le chiffre exact de réfugiés. Voilà.
Non, mais vous l'avez fourni tout à l'heure, vous avez dit 30 000 pour 4 millions. 33 millions de réfugiés dans le monde. 33 millions. Pardon, c'est ce que j'ai dit, non? Vous avez Vous avez dit 33 millions de réfugiés dans le monde. Oui. À tout à l'heure, c'était 300. Oui, mais c'est pas Ah non, c'était un lapsus. Non, c'est pas 300. Non, excusez-moi, si j'ai dit 300, c'est un pur lapsus. Il y en a 12 millions en Afrique subsaharienne. J'ai dit 300? Oui, mais il y en a 12 millions en Afrique subsaharienne, et puis c'est... Alors, excusez-moi, c'est un pur lapsus, c'est pas 300 millions, il n'y a pas 300 millions de réfugiés, mais il y en a 33 millions. Et ces 33 millions sont gérés par 6280 fonctionnaires, au moment où j'ai consulté le site de l'ONU. Quant aux 4 800 000 Palestiniens, c'était 25 000 fonctionnaires il y a 2 ans, et ils sont aujourd'hui pratiquement 30 000. Comment est-ce que comment dire, j'ai lu qu'il y a 2 500 000 c'est ça, réfugiés dans les camps et 1 500 000 à l'extérieur, quelque chose de ce genre. Juridiquement, il y a une différence, les uns travaillent, d'autres pas. Enfin, comment ça se passe? Bon, alors, on a fait la radiographie pays par pays. La situation est différente d'un pays à l'autre, et la condition juridique est différente d'un pays à l'autre. Ce qui est commun à tout le monde, c'est l'impossibilité d'acquérir la nationalité, parce qu'ils ont décidé que c'est la guerre, oui. Enfin, pardon? C'est la guerre ou la guerre tout court, mais bon. Oui, bon. Ça, c'est une chose. Et l'interdiction d'exercer un grand nombre de professions. Alors, il y a des pays dans lesquels ils sont dans des camps, qui sont d'ailleurs des sortes de territorialité réfugianiste, et qui sont des pépinières de haine entretenue, de violence. C'est le cas au Liban. C'est le cas au Liban, qui était un territoire où le terrorisme s'est largement développé. Excusez-moi, est-ce que vous pouvez conclure en 30 secondes, parce qu'on est déjà très en retard en fait. Si on veut laisser la parole à Alexandre Delval. Bon, mais écoutez, je peux m'arrêter. Non, mais je suis désolé, je parais mais c'est très bien ce que je vais terminer, puisque vous voulez une conclusion, par où j'ai commencé. J'ai humainement, en vertu de mes engagements profonds juifs, de culture et d'humanisme juif, je trouve intolérable la condition qu'on fait aux réfugiés palestiniens. Reprenez votre place. Maintenant, on va laisser la parole à Alexandre Delval, qui est essayiste, géographe et politologue, et aussi cofondateur de l'Observatoire géopolitique de la Méditerranée. Et vous avez un blog, c'est blog.alexandredelval.com. C'est aberrant. Tout à fait. Et on parle aujourd'hui... De votre dernier ouvrage, Pourquoi on tue les chrétiens dans le monde. Alors, j'ai voulu écrire ce livre, Pourquoi on tue les chrétiens dans le monde aujourd'hui, sous-titre La nouvelle christianophobie, un petit peu en partie en réaction à ce que vous avez décrit, M. Meyer, indirectement, c'est lié à votre sujet, le palestinisme. On parle beaucoup des victimes palestiniennes, et j'ai lu l'ouvrage de 9 pages de Stéphane Hessel sur le malheur des Palestiniens et des sans-papiers, et je me suis dit c'est intéressant d'analyser ces phénomènes. Il y a des gens qui pensent qu'il n'y a rien de pire que la situation des Roms ou des sans-papiers en France, ou la situation des Palestiniens dans le monde arabe ou ailleurs, et qui ignorent totalement que l'on tue beaucoup plus de gens, que l'on persécute beaucoup plus de gens, que l'on brime, que l'on humilie encore beaucoup plus de gens, par millions parfois, par centaines de milliers, très très souvent par dizaines de milliers, dans plein de points de la planète, un certain nombre de pays, de zones, et j'ai classé ces zones. Et on parlait aussi, je vais revenir sur ces zones, on parlait des réfugiés. Ce qu'on oublie, c'est que les réfugiés chrétiens d'Orient, pour ne parler que des chrétiens d'Orient, je ne parle pas de chrétiens, pas d'autres zones géographiques, les chrétiens d'Orient sont de loin, en bien plus grand nombre, victimes de phénomènes de persécution depuis des siècles et des décennies qui ont entraîné une situation de réfugiés politiques et de réfugiés tout court. Il y a des dizaines de millions de chrétiens d'Orient qui vivent en Amérique latine, en Australie, en Orient,
en Europe. On a par exemple, rien que dans la mairie de Sarcelles, près de Paris, plus de chrétiens de Turquie que dans toute la Turquie. On a dans quelques villes de Suède plus de chrétiens de Turquie et d'Irak que dans toute l'Irak et dans toute la Turquie. Et ces réfugiés-là, on n'en parle pas. Donc moi j'ai voulu faire une réponse non polémique, non provocatrice, mais sincèrement, j'ai voulu poser une question à Stéphane Hessel. Je conclus d'ailleurs mon livre en m'adressant à Stéphane Hessel et à tous ses adorateurs et autres indignés. Comment se fait-il que votre indignation soit si sélective ? Il y a des victimes qui sont moins importantes que d'autres, peut-être parce que tout simplement le cerveau humain il fonctionne comme ça. Quand on remplit, c'est comme un verre ou une boîte, quand on remplit un média ou un récipient de quelque chose, une fois qu'il est rempli, il n'y a plus de place pour autre chose. Peut-être qu'il n'y a plus de place tout simplement pour l'indignation envers d'autres formes de victimes, même si elles sont bien plus importantes, bien plus persécutées, bien plus tuées. Alors, pour revenir aux zones, on tue des chrétiens, j'ai bien tue des chrétiens, certes dans le Proche-Orient, dans le Moyen-Orient, dans les pays musulmans, c'est très connu, c'est pour ça que d'ailleurs on m'a commandé ce livre, Pourquoi on tue les chrétiens, parce que les attentats d'Irak, le sort aussi des chrétiens de Turquie, on en parle un petit peu, et surtout les attentats d'Alexandrie en Égypte, et les différents pogroms anti-coptes en Irak ces derniers temps, ont suscité une certaine indignation, il faut le reconnaître, tardive, et tout cela est bien connu, et donc la persécution des chrétiens que l'on tue, que l'on persécute ou que l'on brime ou que l'on humilie dans les pays musulmans commence à être connue, puisque à la suite des attentats en Irak et en Égypte, on a parlé un petit peu dans les médias, il faut le reconnaître, du statut de Ahl al-Dhimma, mot arabe qui a donné le néologisme zimmitude, néologisme forgé par Béchir Jmeïel et par Batior. Et Ahl al-Dhimma, c'est tout simplement les gens du pacte de la protection qui, en échange d'un paiement d'un impôt et d'une humiliation et d'un statut d'infériorité juridique, sont protégés en terre d'islam, tandis que le païen, qui lui n'est pas monothéiste, on prévoit la mort dans la tradition islamique orthodoxe, la mort du païen ou sa conversion, ou la protection du chrétien et du juif qui se soumettent et qui, selon la sourate 9.29, doivent être humiliés et payer la jizya. C'est sûr que mieux vaut être soumis que exterminé. Donc on a, à partir de là, un certain nombre d'islamologues patentés ont dit qu'il y avait une tolérance extraordinaire de l'islam qui avait prévu un statut pour autrui, tandis que nous, au Moyen-Âge, on avait prévu de liquider un certain nombre de membres de minorités, ce qui était effectivement regrettable. Mais ce qu'on oublie de préciser, c'est que ce n'était pas partout, ce n'était pas tout le monde, ce n'était pas tous les Blancs, tous les Occidentaux, tous les chrétiens. Alors la première zone de persécution, c'est la zone islamique. Beaucoup moins connue, puisque l'Europe chrétienne, qui n'arrête pas de battre sa coulpe et de persécuter son propre passé chrétien, en est arrivée, je dirais, l'Europe post-chrétienne. La grande mode dans l'Europe post-chrétienne, c'est de dire que le christianisme, c'est la pire des religions, la plus intolérante, à cause de ce que quelques-uns ont fait, on accuse tout le monde, et on a une sorte de responsabilité collective et éternelle. Et, par contraste, le bouddhisme, c'est extraordinaire, l'hindouisme, c'est merveilleux, les asiatiques qui ne sont pas monothéistes, à la différence des chrétiens et des musulmans qui ont le monopole de l'intolérance, et les juifs qui seraient à l'origine de tout cela. À l'inverse, il y aurait le paganisme asiatique, le polythéisme hindouiste, et je dirais l'agnosticisme religieux, la philosophie tolérante du bouddhisme. Et les pays bouddhistes et hindouistes ne persécuteraient personne, serait bien connu, parce que leur religion est foncièrement tolérante, comme si dans le Mahabharata, le centre des textes religieux hindouistes, il n'y avait pas une énorme guerre entre deux royaumes, comme si la violence n'était pas également présente aussi dans des religions, y compris asiatiques. Donc c'est beaucoup moins connu, parce qu'il y a ce côté exotique, cette mode des bouddhistes et des hindouistes très tolérants. En fait, l'un des pays où on a tué le plus de chrétiens ces dernières années, c'est l'Inde, dans les États dirigés par le BJP, adepte de l'idéologie à la fois intégriste, nationaliste et raciste de l'Hindutva. On a tué 1 millier de chrétiens dans 2 ou 3 États d'Inde, sans parler des centaines de chrétiens qui sont tués avant les années 90, mais depuis la fin des années 90 jusqu'à aujourd'hui, plusieurs milliers de chrétiens ont été tués dans des États d'Inde gouvernés par le BJP, ou alors là où le BJP est très puissant. C'est tout à fait peu connu. Autre zone où on tue des chrétiens, les pays qui sont bouddhistes, ou qui sont à la fois bouddhistes et communistes. Alors, quand dans des pays, des chrétiens veulent s'exprimer ou vivre leur foi, alors que l'État est à la fois communiste et la société bouddhiste,
et ils sont littéralement pris en sandwich. Alors j'ai été étonné, au Laos, au Cambodge, dans ces pays bouddhistes supposés très tolérants, sans parler de la Chine, Corée du Nord, mais là ce sont des pays marxistes, on ne peut pas les qualifier de bouddhistes, mais dans ces pays, on a à la fois des commandos de radicaux bouddhistes qui vont à l'assaut des chrétiens, et en même temps, l'État, souvent marxiste ou socialiste, Birmanie, Vietnam, etc., qui persécute les chrétiens en tant qu'adeptes d'une religion qui serait la religion de l'Occident. Enfin, autre zone où on persécute les chrétiens, c'est les pays communistes tout court. La grande mode aujourd'hui, c'est de dire que le communisme, c'est le passé. C'est même ringard d'être anticommuniste. L'Union soviétique s'est écroulée, donc il n'y a plus de communisme, ils ne tuent personne. Puis quand ils ont tué, c'était pour des raisons quand même assez sincères. Ils voulaient améliorer l'humanité, etc. Donc en Érythrée, ce qu'il se passe est totalement passé sous silence. À Cuba, les chrétiens opposants, protestants, évangéliques, souvent persécutés, ou même proches du Vatican, donc c'est quand même l'Occident, on les assimile à l'ennemi occidental, sont persécutés. En Corée du Nord, on a plus de 6000 chrétiens qui ont été trucidés rien que ces 5 dernières années. En Chine, on a un nombre assez impressionnant de pasteurs et de prêtres catholiques des églises domestiques qui ne veulent pas adhérer aux églises patriotiques voulues par le Parti communiste. Il y a les deux niveaux d'église. Ces chrétiens protestants, évangéliques ou catholiques réfractaires aux églises conçues par le PC chinois sont très régulièrement persécutés, mis en prison. Beaucoup de prêtres sont morts en prison ces dernières années. Et la Chine, avec la Corée du Nord, est un des pays où l'on tue, où l'on persécute, on incarcère le plus de chrétiens. La Corée du Nord, c'est le pompon. C'est un pays où le moindre chrétien qui est surpris en train de montrer qu'il est chrétien ou qui est surpris en train de lire une Bible, même en cachette, est directement en prison et en général, il meurt dans des conditions atroces s'il n'est pas exécuté par balle ou par pendaison. Donc, dans le monde, alors qu'on a beaucoup parlé de la judéophobie ces dernières années, c'est très bien. Taguieff, que j'apprécie beaucoup, a écrit un livre remarquable sur la nouvelle judéophobie. On lui a répondu, un chercheur objectif du CNRS, traduisé trotskisant, Vincent Gesser, lui a répondu en parlant de la nouvelle islamophobie. Et ce qui est étonnant, on n'a pas parlé de la nouvelle christianophobie. Alors pourquoi nouvelle ? Parce que, comme l'a dit Taguieff, il y a une judéophobie classique et une judéophobie nouvelle, plus liée à l'anti-impérialisme, à l'anti-américanisme. Et bien c'est pareil pour les chrétiens. Il y a une vieille christianophobie qui est connue, je ne reviens pas là-dessus. Ce qui est nouveau, c'est le fait qu'aujourd'hui, on tue un chrétien, on le persécute, on l'humilie, au Vietnam, en Érythrée, à Cuba, en Corée, en Chine, dans les pays islamiques, dans les pays hindouistes ou bouddhistes, parce qu'il est considéré comme étant de même nature que l'horreur occidentale. Le postulat est le suivant: l'Occident c'est le pire, l'homme blanc judéo-chrétien occidental ou l'homme blanc occidental européen c'est ce qu'il y a de pire. Il a adopté au cours des siècles la religion chrétienne, donc si l'homme blanc européen occidental c'est ce qu'il y a de pire, et si la religion chrétienne a été adoptée par cette horreur que serait l'homo occidentaliste, eh bien forcément toute personne qui adhère à cette religion chrétienne par héritage ou par choix, c'est encore pire, c'est par choix. Si c'est converti par des protestants évangéliques, c'est encore pire. Et bien là, il est assimilé au mal occidental. En gros, on tue un chrétien partout dans le monde, même quand c'est un nationaliste irakien, un patriote turc, comme mon ami Roland Dink, qui est mort de 3 balles dans la tête. C'était le leader de la communauté arménienne en Turquie. Il était patriote, il n'était pas pour accabler la Turquie. Il voulait le dialogue entre Arméniens et Turcs. Il se disait toujours turc patriote, et il a été liquidé parce qu'il était arménien chrétien et en plus converti à l'évangélisme. Aujourd'hui en Turquie, en Irak, on tue régulièrement des pasteurs protestants, on tue des prêtres catholiques, du simple fait qu'ils sont assimilés à des croisés occidentaux, où on tue des pasteurs évangéliques protestants, ou tout simplement des évangéliques, parce que George Bush était proche des évangéliques, donc un Irakien évangélique, un Turc évangélique, un Coréen évangélique, c'est en gros un néoconservateur américain coupable des guerres en Irak. Et parfois c'est l'absurdité totale. En Irak, on a une communauté chrétienne qui était vraiment, de toutes les chrétientés d'Orient, une des moins soupçonnables d'être proche à l'ennemi sioniste ou occidentalo-américain. Et pourtant, aujourd'hui en Irak, on tue de manière extrêmement barbare, régulièrement, des chrétiens de rite oriental, de rite catholique ou de rite protestant, uniquement parce qu'un chrétien d'Irak est considéré comme un complice de l'Américain qui fait une croisade en Irak. Alors que les chrétiens d'Irak sont connus pour avoir été les plus proches de Saddam Hussein, une communauté qui était protégée par Saddam Hussein et plutôt nationaliste et plutôt adhérente au projet nationaliste arabe. Et bien même quand il n'y a rien qui puisse les assimiler au mal américain, si vous êtes chrétien égyptien,
copte ou irakien ou turc ou même algérien, vous êtes un ennemi de la nation, un ennemi du nationalisme arabe, un ennemi de l'islam et un complice des croisés pour le passé et un complice des occidentaux impérialistes pour le présent. Donc cette situation est terrible et je conclus mon livre, j'en arrêterai là, sur la christianophobie occidentale. Il ne faut pas tout mélanger, donc je rappelle au lecteur que je ne fais pas la confusion entre le sort des chrétiens en Occident et le sort dramatique d'un chrétien en Corée du Nord ou en Chine, bien entendu. On ne trucide pas les chrétiens en Europe et en Occident, tant mieux. Par contre, ce que l'on fait, on persécute le passé chrétien. On est habitué, on est tellement habitué à dire que nous sommes... D'ailleurs, le fait de dire nous, c'est assez aberrant, parce qu'on n'est pas tous responsables de ce qu'ont fait quelques-uns, hein, mais nous, les chrétiens, nous serions coupables. On devrait payer éternellement des fautes passées de croisés ou de colonisateurs de l'Amérique latine ou de l'Inquisition. Et donc, ce passé chrétien avait, en gros, un immense festival de haine, d'intolérance et d'horreur. Et donc, finalement, le postulat de tout ça, ou plutôt la conclusion qui a été intériorisée par beaucoup d'Occidentaux, qui explique pourquoi on ne parle pas de la christianophobie. Si nous sommes les pires, parce que nous sommes chrétiens, eh bien, quelqu'un qui a la religion chrétienne, que l'on tue, même lorsqu'il n'est pas occidental, il est tout de même religion que nous. Donc, il n'est pas vraiment une victime totalement innocente. Et à mon avis, ça explique pourquoi nos dirigeants, nos intellectuels à la Stéphane Hessel, trouvent que les Palestiniens, c'est les plus grandes victimes de l'humanité, comme si c'était par milliards ou par millions, mais les millions de chrétiens persécutés, les centaines de milliers de chrétiens tués, chaque année, parce que rien qu'au Soudan, on a tué 2 millions de chrétiens ces 30 dernières années, alors qu'on a tué 300 000 musulmans modérés au Darfour. Je suis un grand défenseur du Darfour, donc je ne minimise pas ce qui s'est passé, c'est très bien d'en parler. Mais étonnamment, on a moins parlé de 300 000 musulmans trucidés au Darfour que de 2 millions de chrétiens génocidés dans le sud chrétien, dans le sud Soudan. Donc, le génocide des chrétiens au Sud-Soudan est quelque chose d'absolument incroyable, qui s'est fait en 2 temps, les années 60-80 et ensuite les années 90-2000, et en 2 grandes périodes, pendant lesquelles il y a eu 2 fois une grande résistance chrétienne qui a abouti sur l'indépendance du Sud-Soudan. On a liquidé à peu près 2 millions de chrétiens du Sud-Soudan. Certes, pas uniquement parce qu'ils étaient chrétiens, mais parce qu'ils étaient à la fois chrétiens et noirs, c'est-à-dire qu'ils adhéraient en général à des tribus qui jadis étaient les tribus d'esclaves. Le Soudan était le pays des Noirs et le pays des esclaves pour les envahisseurs arabes. Et ça, ce qui est très intéressant, c'est qu'à l'ONU, lorsqu'à Durban, on insulte l'Occident et Israël qui auraient le monopole du mal, du colonialisme, de l'esclavagisme, on ne dit jamais rien sur l'esclavagisme arabe qui a duré 9 siècles et ont castré de manière collective les mâles noirs. Une colonisation dont Jean-Paul Gourevitch parle très très bien et une pratique de l'esclavage dans son dernier livre. Ceci est passé systématiquement sous silence. Le colonialisme des autres, en quelque sorte, serait soit excusable, soit excusé, tandis que le colonialisme et les péchés des Occidentaux ne seraient jamais excusables. Et c'est le postulat de la nouvelle christianophobie. Quand on tue un chrétien, on tue en fait une victime non innocente qui est de même nature que le mal occidental. Et donc moi je conclus en disant indignés professionnels ou indignés victimes des indignés professionnels, s'il vous reste une dose d'indignation, s'il vous plaît, gardez-la pour ceux que l'on persécute sur le plan religieux en plus grand nombre, c'est-à-dire les chrétiens dans le monde, dans tous ces pays dont j'ai parlé, Asie, Afrique, pays bouddhistes, pays hindouistes, pays musulmans et pays communistes. Oui, que Stéphane Hessel ne parle pas de la nouvelle christianophobie, moi ça ne m'indigne pas, ça ne me surprend pas. Mais ce qui me surprend plus, c'est que des consciences universelles comme Bernard-Henri Lévy, par exemple, n'en ait jamais dit un mot à ma connaissance. Alors, je crois ou Glucksmann, ou Bruckner... Alors, peut-être d'autres, mais par contre, il faut être juste, Bernard-Henri Lévy, j'ai même mis son texte en première page de mon livre, justement, a fait une sorte de mea culpa ou d'autocritique, mais un texte magnifique, une page entière dans sa tribune, au point, où il critiquait le fait que les indignés professionnels, dont lui-même a été proche, il le reconnaît, je crois qu'il interpelle SOS Racisme ou des organisations qui ont longtemps dénoncé le racisme, il dit c'est très bien ce qu'ils ont fait, mais je suis étonné, quand ce sont certaines minorités qui sont persécutées
on en parle. Il fait allusion aussi aux Palestiniens, aux musulmans, etc., ou même aux victimes de l'antisémitisme. Mais il dit, étonnamment, quand on insulte le pape Benoît XVI, ou quand on insulte les chrétiens en général, ou pire, quand on les tue, ça ne suscite pas l'indignation collective. Donc il y a eu quelque chose de très positif après les attentats d'Irak et d'Égypte. Des gens qui d'habitude faisaient partie de ceux qui avaient une indignation sélective ont été touchés. Je pense que Bernard-Henri Lévy était touché, et il a écrit un texte parmi les plus courageux que, hélas, aucun évêque de France n'a signé. Moi, ce qui m'indigne le plus, quand quelqu'un qui n'est pas de confession chrétienne n'est pas un indigné vis-à-vis de ce qui se passe chez les chrétiens dans le monde, à la limite, je comprends, on n'est jamais mieux servi que par soi-même, je comprends qu'on s'occupe surtout des siens. Et par contre, ce que je comprends moins, c'est que les chrétiens n'appliquent plus la phrase de la Bible, « Aime ton prochain comme toi-même », parce que dans « Aime ton prochain comme toi-même », il y a aussi toi-même. Et c'est même la référence. Le toi-même, c'est l'indice. Donc ce qui est étonnant, c'est qu'on aime l'autre, mais on ne s'aime pas soi-même. Alors que charité bien ordonnée commence par soi-même. Tous ces prêtres et évêques qui accueillent les sans-papiers de confession non chrétienne dans leurs églises, qui parfois viennent même profaner des églises, alors qu'une mosquée ne les aurait pas accueillis, ils les auraient accueillis dans un centre laïque et les auraient accueillis ailleurs, ces prêtres n'ont jamais, à ma connaissance, à la basilique Saint-Denis, qui a souvent été squattée par les sans-papiers, n'ont jamais accueilli des chrétiens d'Irak qui venaient squatter le lieu de culte, qui n'est pas fait pour ça, pendant des semaines. Donc je suis assez étonné que ceux qui accusent souvent les autres, les juifs parlent pas assez des chrétiens, les musulmans parlent pas assez des chrétiens, moi je les accuse pas. D'ailleurs, je pense que les juifs, ces derniers temps, ont plus parlé de la christianophobie et du sort des chrétiens dans les pays musulmans que les autorités autoproclamées ou légitimes de l'Église catholique elle-même. À ma connaissance, à part l'AED, qui est une organisation qui fait un travail formidable, l'aide à l'Église en détresse, et Porte ouverte chez les protestants, ces deux organisations, peut-être aussi d'autres, qui me pardonnent si je les oublie, on n'a pas d'évêques ou de curés dans leur paroisse qui organisent des journées en l'honneur des chrétiens persécutés dans le monde. Donc moi j'appelle les indignés professionnels à garder une dose d'indignation pour les chrétiens, mais aussi j'apostrophe les chrétiens ou les post-chrétiens, ceux qui sont d'origine chrétienne, qui sont baptisés, de s'occuper de leurs ouailles, et ceux qui sont les plus concernés, les évêques, qui devraient s'occuper de leurs ouailles, je leur demande de parler du sort des chrétiens dans les pays musulmans, bouddhistes ou hindouistes ou communistes, non pas pour accabler l'autre. Je précise dans mon livre qu'il ne s'agit pas d'accabler l'autre, mais tout simplement dire c'est nos frères, on nous dit tout le temps c'est nos frères, toutes les religions, prions ensemble à Assise, très très bien, mais si on a un frère ou un ami que l'on estime, on est exigeant envers lui. Et je pense que nos dirigeants, là je passe aux dirigeants, je passe des religieux aux dirigeants, nos hommes politiques devraient conditionner un certain nombre d'aides. Déjà, est-ce qu'on doit toujours les donner, ces aides? On peut se poser une question. On a aidé les pays comme le Pakistan pendant des années. Ça n'a pas empêché d'abriter notre pire ennemi, Ben Laden, et toujours d'abriter des gens proches d'Al-Qaïda. Mais admettons, si on continue d'aider ces pays, on pourrait au moins demander aux dirigeants de ces pays d'abolir des lois contre le blasphème qui permettent de mettre en prison et de condamner à mort la fameuse Asia Bibi, mais il y en a eu d'autres. Dans mon livre, je parle de plusieurs exemples. Au Pakistan, on condamne régulièrement à mort des gens qui ont juste professé leur foi chrétienne. Une fois qu'on leur a dit « tu as souillé mon verre d'eau ou mon puits », la personne se défend « mais moi je suis chrétienne, on est tous humains ». Ah, c'est du prosélytisme. Alors on saisit l'imam du coin qui saisit la loi, et de manière tout à fait légale. Donc ce ne sont pas uniquement les islamistes radicaux qui persécutent les chrétiens dans ces pays, c'est la loi. La loi est le premier responsable de la persécution des chrétiens en Égypte, au Pakistan ou ailleurs, parce que c'est la loi qui est basée sur la charia, qui dit un chrétien qui blasphème ou qui fait du prosélytisme est coupable normalement est responsable d'une faute, justiciable d'une faute qui lui vaudrait la peine de mort. Alors certes, elle n'est souvent pas appliquée, mais quand quelqu'un est condamné sur base de la charia à une peine de mort, eh bien très facilement, un commando veut appliquer cette loi qui implique la peine de mort et dit elle n'est pas appliquée alors qu'elle est prévue, la personne a été condamnée pour blasphème ou pour prosélytisme, je vais moi-même appliquer ce que prévoit la charia, donner la mort à cette personne. Donc moi je propose à nos dirigeants qu'ils conditionnent un certain nombre d'aides, et même les aides aux Palestiniens sont concernées, puisqu'on persécute des chrétiens aussi en territoire palestinien, il faut le dire. Les pro-palestiniens aiment bien dire que les Palestiniens, avec Yasser Arafat, qui était proche des chrétiens, tolèrent les chrétiens, c'est faux. Rien qu'en Palestine, on est passé de 20% de chrétiens en milieu palestinien au début du XXe siècle à aujourd'hui 0,3 ou 4%.
En Turquie, on est passé de plusieurs millions de chrétiens il y a un siècle et demi à aujourd'hui quelques dizaines de milliers. C'est une véritable hécatombe. En Irak, bientôt, il n'y aura plus de chrétiens. En Égypte, c'est une masse énorme, parce qu'ils sont plusieurs millions, ils sont entre 6 et 15 millions. Ça va être plus difficile de les liquider, c'est pour ça que c'est très dur en Égypte aujourd'hui. Au Maghreb, où les chrétientés ont été exterminés depuis déjà le 12-13e siècle, certains maghrébins redeviennent chrétiens par choix. On ne les tue pas de manière, je dirais, officielle, mais en tout cas, certains sont victimes de menaces de mort. Et surtout, des lois adoptées depuis les années 2005-2006 renforcent la pénalisation du crime que serait la conversion. Pour résumer, dans aucun pays musulman, on a le droit de choisir sa religion, et dans la plupart des pays musulmans, on persécute le musulman ou le chrétien qui serait coupable de prosélytisme ou d'apostasie. Donc je pense qu'on devrait demander à ces pays que l'on aide, avec on a des accords d'association, Euro, Méditerranée, etc. Les pays du Maghreb, par exemple, Maroc, Tunisie, Algérie, vous prétendez être des pays amis de l'Europe et tolérants, prouvez-le, puisque vous financez, vous contrôlez un certain nombre de réseaux de mosquées en Europe et en France, parce que la mosquée de Paris, qui est dirigée par l'Algérie, moi je suis un grand défenseur de Boubacar et de la mosquée de Paris qui est assez modérée, mais on pourrait dire, certes vous avez une mosquée qui est une des plus modérées en France, mais vos fonctionnaires appliquent des lois en Algérie qui envoient en prison des gens qui se convertissent au christianisme. Il y a un véritable problème. Nous avons affaire à des pays qui financent l'islamisation en Europe et qui persécutent le choix libre de la conversion au christianisme chez eux. Donc je pense qu'il faudrait leur demander tout simplement d'appliquer ce qu'ils nous demandent à eux-mêmes. Et je terminerai sur le Pakistan, c'est le pompon, le pays qui est à la tête de toutes les mesures et les résolutions au sein de l'ONU et du Conseil des droits de l'homme de l'ONU basé à Genève, visant à condamner l'islamophobie ces dernières années avec les pays de l'Organisation de la Conférence islamique. Le Pakistan, qui est à la tête de tout cela, est un des pays qui persécute et qui tue le plus ces chrétiens de manière officielle et qui les envoie en prison à vie et qui les condamne à mort. Alors il y a vraiment un réel paradoxe à voir que ce pays soit un allié de l'Occident. Il a défendu Al-Qaïda, nous l'aidons, nous continuons à aider ce pays. Et moi j'ai été frappé lorsque le ministre des minorités qui était chrétien, auquel j'ai dédié mon livre, a été tué. Je n'ai pas vu dans les déclarations officielles en France, hélas, sous la plume de M. Juppé, je n'ai pas vu la mention chrétienne du persécuté, du tué, le ministre des minorités qui était chrétien, et je n'ai pas vu la mention islamiste du commando qui lui avait donné la mort. Et là, par contre, pour vraiment avoir la conclusion de la conclusion, je rendrai hommage au président Sarkozy, dont on a parlé tout à l'heure, qui est bien seul d'ailleurs au sein de ce gouvernement, qui a très souvent parlé du martyre des chrétiens d'Orient, peut-être parce que lui-même a des parents qui ont vécu dans l'Empire ottoman, c'est possible. Il connaît la situation et il est très sensible au sort des chrétiens d'Orient et des chrétiens des pays arabes et des chrétiens de tous les autres pays où l'anti-occidentalisme préside à une persécution de tout ce qui est chrétien. Mais il est bien seul et je crois qu'à l'échelle de l'Europe, je n'ai pas vu d'autres présidents ou premiers ministres ou leaders parler dans des discours officiels du sort terrible des chrétiens d'Égypte, d'Irak, et demander à ce qu'on améliore leur situation et qu'on abolisse un certain nombre de législations qui les persécutent. Donc moi j'appelle nos dirigeants à être plus exigeants avec nos amis, puisque ce sont nos amis. Certes, ce serait approuvé, mais admettons que ce soit nos amis, les pays comme le Pakistan ou d'autres, il faudra leur demander qu'ils le prouvent. Juste une rapide question, oui. Tu n'as pas parlé de l'Iran. C'est peut-être une exception étonnante Je déjà. n'ai pas parlé de l'Iran, et c'est voulu. Moi je suis un grand opposant à la République islamique iranienne qui finance le terrorisme et le Hezbollah et le Hamas. Et je ne fais aucune concession envers ce pays. Par contre, dans mon étude, la vérité est souvent complexe et paradoxale. Les deux pays musulmans où les chrétiens sont relativement tranquilles pour l'instant, c'est la Syrie et l'Iran. Certes, si vous êtes un chrétien évangélique pro-américain, vous êtes très mal vu en Iran et en Syrie, et si vous êtes un prosélyte, dans les deux cas, vous êtes quand même persécuté. Mais les chrétiens qui ne sont pas prosélytes en Iran sont relativement heureux. J'ai enquêté sur les villages arméniens. En général, c'est les zones où ils sont entre eux. Dans les villages arméniens, et il y a une proportion d'Arméniens assez importante en Iran, il y a beaucoup d'Arméniens d'Arménie qui visitent leurs frères d'Iran et sont surpris de voir que leurs frères sont assez libres. Mais dans les zones arméniennes, c'est sûr qu'un Arménien chrétien qui va dire « j'aime le Christ », ou qui va brandir une croix dans les rues de Téhéran devant les mollahs, il va mal finir. Mais les communautés chrétiennes autochtones de Syrie et d'Iran sont relativement libres et heureuses. J'ai enquêté sur les chrétiens de Syrie. À ma grande surprise, les chrétiens de Syrie qui adhèrent aux églises, je répète, autochtones, orientales, sont relativement heureux. Par contre, les chrétiens de ces pays qui adhèrent à des églises de type évangélique très liées à l'Amérique, eux, effectivement,
sont pas libres pour des raisons politiques. Mais ces deux pays sont étonnamment les deux pays musulmans où les chrétiens autochtones sont relativement heureux, libres, et où ils craignent que leur situation soit pire s'il y a des changements de régime. Surtout pour les chrétiens de Syrie, ça. Pour moi.